Bienvenue dans La Cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, le local 791. Ici, on commente l'actualité qui touche notre métier. On reçoit des invités pour parler des choses qui nous intéressent. De nos droits, de santé-sécurité, de syndicalisme, de nos conditions de travail. On prend le temps d'expliquer comme du monde ce qui nous affecte au quotidien. Des témoignages, des entrevues, des capsules d'information, des échanges, des discussions, tout est là pour s'informer, se motiver et même se changer les idées. Dans La Cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans La Cabine, édition spéciale, on reçoit notre directeur général Marc Leclerc pour nous parler du projet de loi 3. C'est la loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. C'est un libellé qui emmène large, mais qui, au fond, vise simplement une chose, nous prévenir de faire mal paraître le gouvernement et bien sûr, être obligé de rendre des comptes à tout le monde au sein d'un gouvernement qui lui-même a de la misère à rendre des comptes sur ses propres dépenses. Et on parle ici de l'établissement d'un régime à deux vitesses où est-ce que les patrons et les associations patronales peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, où est-ce que les syndicats ont des comptes à rendre à n'en plus finir pour limiter notre champ d'action et surtout limiter l'aide qu'on peut offrir à nos membres dans tous les différents dossiers qui nous incombent. Donc, on vous souhaite une bonne écoute et on vous remercie et on va vous revoir le 29 novembre prochain pour dire au gouvernement de la CAQ que de nuire au mouvement syndical et aux travailleurs comme c'est là, c'est non. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition spéciale de Dans la Cabine. On a avec nous Marc Leclerc, directeur général à l'Union des opérateurs de machinerie lourde local 791. On va parler aujourd'hui, vous aurez deviné, du fameux projet de loi 3. Bonjour, Marc. Salut Marc-André. Une journée sombre pour les organisations ouvrières et les travailleurs du Québec, évidemment. Clairement. On va en parler en long et en large, puis on fait ça à la bonne franquette, puis ça va durer le temps que ça va durer, Marc, parce qu'on ça a l'air qu'on a pas mal long à dire là-dessus, hein? Oh. C'est sûr que quand tu utilises un moyen aussi subtil que la transparence et la bonne gouvernance pour attaquer ton pire ennemi, hein, l'organisation ouvrière, ou en fait la seule organisation qui a moyen de tenir tête au gouvernement dans des dossiers, dans des enjeux de relations de travail, de législation du Code du travail, la loi R20 qui nous concerne dans la construction, la loi en santé et sécurité, la loi des accidents, maladies professionnelles, les LATMP, on finit par le dire. Ben voilà, quand tu peux affaiblir ton opposant, c'est la meilleure façon de t'en sortir gagnant. Puis on sait que depuis quelques années déjà, le ministre Boulay, le ministre du Travail, n'a pas été gêné de frapper dans le mouvement ouvrier. Ah non, définitivement pas. On a vu ce qu'il y en est. Mais Marc, justement, on a des enjeux selon ce que le ministre dit de transparence. Je me permettrai de rappeler qu'ils ont, depuis 2018, il y a à peu près 14 milliards qui a été donné à des entreprises privées sans condition ou à peu près sans condition, notamment dans le cas d'Amazon, hein, qui nous ont délocalisé les jobs d'en face. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs autres exemples. On parle de Lion Électrique, on peut parler de Norvolt, on peut parler de l'opacité dans le cas de Stablex, on peut parler d'un paquet d'affaires. Donc, on est en train de regarder un géant avec des pieds en argile, mon Marc? Ben c'est surtout que tu vois, juste dans les compagnies que tu as nommées là, il y en a plusieurs qui sont de l'extérieur du Québec et même de l'Amérique du Nord. Fait que c'est assez drôle de voir effectivement un gouvernement frapper sur ses travailleurs pendant qu'il enrichit des multinationales de l'extérieur du pays. Absolument. Écoute, Marc, je voulais parler de toi, avec toi, justement, des éléments politiques qui ont été, qui nous ont été mis d'en face par le ministre dans les dernières années, parce qu'on parle dans ce projet de loi-là, de ce que j'ai compris,
de facultatif. C'est quoi facultatif, Marc, toi, de ton point de vue, là? Ben, peut-être juste pour le bien de nos auditeurs, juste les mettre un peu en contexte. Là, effectivement, le projet de loi vise, puis tiens, excusez-moi, je vais prendre le petit papier qui est à ma gauche. C'est vraiment la loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique des diverses associations en milieu de travail. Les diverses associations. Moi, je vous confirme que ça touche que les associations de travailleurs ici, là. Puis évidemment, le but, le préambule, si on veut, là, du projet de loi, c'est comme si les cotisations syndicales servaient un bon bout, en tout cas, du projet de loi qui touche les cotisations syndicales principales et facultatives. Là, c'est les deux termes qui vont être utilisés. Comme si c'était pas tous des cotisations, c'était pas toutes des cotisations principales. Parce que notre bon ministre juge que, puis là, je vais me permettre de vous le lire, là, que lorsqu'elles sont financées par des cotisations syndicales, les activités suivantes d'une association visée au paragraphe A ou B du premier alinéa de l'article 1, je vais essayer de ne pas être trop plate, tout le monde, mais quand même, je vais vous mettre en contexte, une association de salariés affiliés à une association représentative doivent l'être exclusivement par les cotisations facultatives. Fait que là, on vient de déterminer ici qu'est-ce qui est facultatif. Toute intervention ou toute représentation faite dans le cadre d'affaires civiles, administratives, pénales ou criminelles, ou préalablement à une telle affaire, lorsque cette affaire, fait que vous voyez bien que des gens partant, il faut que ce soit toujours un peu compliqué quand on essaye de modifier des lois, quel que soit son objet, concerne le caractère opérant, l'applicabilité constitutionnelle ou la validité d'une disposition d'une loi, d'un règlement, d'un décret du gouvernement ou d'un arrêté ministériel. Fait que déjà là, en partant, on s'entend là, dans la construction, qu'est-ce qui régit nos conditions de travail, tout découle de la convention collective, laquelle découle de la loi R20. Puis pour les gens qui sont hors construction, ben c'est le Code du travail là, qui en est la Bible principale. Ouais. On nous dit ici que ça doit relever des cotisations facultatives. J'ai un message, puis là, bon, je vais continuer là, avant d'y aller trop dans l'opinion. Ben, je voulais juste, à titre d'information, pour les gens qui nous écoutent, y a-t-il quelque chose là-dedans qui concerne les associations patronales? Il n'y a absolument rien, Marc-André, qui concerne les associations patronales, comme quoi eux peuvent gérer leur financement, leur budget, leur organisation comme bon leur semble. Eh bien. Mais semblerait-il que les travailleurs, eux, ne pourront plus le faire, devenant le cas où ce projet de loi-là serait adopté. Okay. Nous, on serait en fait régis par cette nouvelle modification législative-là. Et c'est drôle parce que puis on s'en est parlé dernièrement, je pense, de façon radiophonique, là, mais ça fait un petit peu plus que 2 ans que je suis en direction. C'est incroyable le nombre de dossiers que ce ministre-là nous a emmenés qui attaquaient soit directement nos métiers ou nos travailleurs de l'industrie. Ou des choses déjà négociées. Des choses négociées. Si on pense, mettons, en mobilité provinciale dans le projet de loi 51, ça venait sabrer des articles négociés depuis des décennies. Qu'est-ce que ça veut dire mettons, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, la mobilité régionale, ça veut dire quoi en français, là? Il y a dépendamment des conventions, on a plusieurs conventions collectives dans la construction, dépendamment des conventions, dépendamment des métiers, certains avaient des clauses restrictives de mobilité provinciale. Ça voulait dire que tu pouvais avoir négocié, peut-être tu as été chercher un peu moins d'argent pour ton métier, peut-être tu as été chercher un moins bon régime d'assurance, mais en négociant, toi, tu as priorisé au fil des ans d'avoir des clauses pour protéger tes travailleurs régionaux. Fait qu'un, mettons, un gars de la Gaspésie ou de la Côte-Nord, priorisé une job. Là, dépendamment des types de clauses qui avaient été négociées, il y a plusieurs façons de libeller. Mais c'est qu'au fil des ans, tu as su développer des articles de convention pour protéger ta main-d'œuvre locale. Là, dans une seule loi, on vient tout sacrer ça au vidange. Donc, des années de négociation, de l'argent des travailleurs. Puis je pense que ça va faire partie du thème un peu aujourd'hui. C'est constamment le travailleur qui paye. Là. Dans le projet qu'on a ici aujourd'hui, c'est le travailleur qui paye. Là. C'est à travers ses cotisations. Fait que la lourdeur de ça, on y viendra, je suis convaincu tantôt. Alors, certainement. C'est le travailleur, encore une fois, qui paye. Fait que le travailleur a déjà payé pour négocier des clauses restrictives pour se protéger lui-même, sa job pour travailler dans sa région. Ouais. On vient sabrer ça par une loi. Comment est-ce qu'on peut dire que ça ne fait pas partie du mandat principal, puisque c'est le terme utilisé pour cotisation principale? Comment est-ce qu'on peut dire que ça ne fait pas partie du mandat principal du syndicat, de l'organisation ouvrière qui représente le travailleur,
de s'assurer que ces lois-là ne viennent pas brimer son droit à les négociations. Ben, non seulement ça, mais brimer ton droit à avoir ton gagne-pain, là. C'est comme ça que tu réussis à avoir ton travail aussi, là. Je continue avec toute autre intervention. Je veux juste revenir au projet de loi, là, pour qu'on puisse voir que ça stimule beaucoup. Là, on se rend compte que c'est subtil, hein, parce que de la façon que c'est présenté, c'est vraiment comme si c'était pour le bien des travailleurs. Là. Mais tu te rends compte rapidement que c'est les travailleurs qui vont non seulement payer de leur cotisation pour avoir à gérer cette lourdeur-là, mais ils vont aussi payer du fait que c'est le rapport de force qui est grandement diminué là, avec ce projet-là. Toute autre intervention ou toute autre représentation faite dans le cadre d'une affaire civile, administrative, pénale et criminelle, ça revient ou préalablement, ça c'est les mêmes mots qui reviennent à chaque libellé, d'une convention qui ne concerne pas directement la négociation ou l'application d'une convention collective. Je vous évite le reste du libellé pour pas prendre trop de temps. Il faut comprendre une affaire extrêmement importante ici dans la construction. On ne peut pas grieffer l'entièreté de notre convention collective. Ça veut dire que c'est à travers la Commission de la construction du Québec que ça se passe pour le moment. Oui, effectivement, il faut s'en remettre à la Commission. Il y a quelques clauses grieffables. Écoute, mise à pied, je pense le babillard. Le fameux babillard grieffable. Oui, non, je sais, je fais souvent rire le monde. C'est un excellent article. On peut grieffer si vous n'avez pas le fameux babillard syndical. Pour mettre les affiches en mais je ne peux pas grieffer si tu ne fais pas payer. Ouais. Fait que c'est d'un ridicule, ça, extrême, que dans la construction, on ne puisse pas grieffer nos conventions collectives. Mais là, en plus, tu viens me dire que si ce n'est pas de l'application de conventions collectives, c'est pas, ça ne relève pas des cotisations principales. Mais je ne peux même pas la grieffer, ma convention. Donc, avez-vous idée l'ampleur, la quantité de travail qu'une organisation ouvrière dans la construction fait pour ses travailleurs? Qui ne sont pas dans ce mandat-là. Ben oui, parce que évidemment, si on veut aller la chercher, cette espèce d'applicabilité-là, de grieffer notre convention collective, comment on va faire? Il faut passer par le politique, changer les lois. Ben oui. Mais le ministre a vraiment bien fait ses trucs. Dans le fond, son projet, c'est d'empêcher les syndicats de la construction et les autres syndicats du Code de l'affronter dans ces dossiers-là. Puis je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est ce que j'allais relater tantôt. En 2 ans, il y a eu l'histoire des AEP, les formations écourtées. Ben oui. Ça, c'était quoi? C'était l'argent des contribuables pour payer des gens pour prendre des petites formations écourtées. Puis des gens on avait averti le ministre à l'époque, on a eu plusieurs rencontres. Placés ou des affaires comme ça. On a déjà des diplômés de la formation complète qui ont de la difficulté à intégrer l'industrie. On n'ira pas lui donner une demi-formation, on ne va pas les aider. Là. Non, on ne leur rendra pas service, t'en raison. Puis là, je pense que c'est dans le Journal de Montréal dernièrement qui nous ont comme donné raison. Là. Je pense pas que le journal ait écrit que le 791 avait raison. Là. Bon, d'autres, on le sait. Ils n'ont pas dit qu'on avait tort, en tout cas. C'est presque 500 millions dépensés dans le vide. Garoppés dans la poubelle en feu. Des poubelles en feu. Puis notre rôle, ça a été simplement tenter d'informer le ministre de tirer la sonnette puis dire hey, on a des moyens, on a des solutions à te proposer. Là, on veut nous empêcher de pouvoir faire ça, de pouvoir se lever devant ces gouvernements-là quand ils ont des idées farfelues comme celle-là. Ben moi, j'ai une grosse inquiétude comme syndicaliste puis aussi comme travailleur de la construction. C'est un projet de loi qui veut nous faire fermer la gueule, littéralement. Là. On parle de limiter la liberté d'expression lorsqu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Là. Je vais virer le rôle de bord. J'ai-tu le droit de t'en poser une question? Vas-y, man. C'est quoi, Marc-André, la liberté d'expression? On a-tu une définition de ça? Ah, ben, c'est drôle, tu m'en parles, parce qu'en fonction des chartes de liberté de la personne, la liberté d'expression inclut le droit d'exprimer des opinions controversées et dérangeantes. Tu sais, mettons, dire que les riches ne payent pas assez d'impôts. Ou, mettons que le régime d'assurance maladie ne couvre pas assez de médicaments pour les gens qui sont des accidentés du travail, par exemple, ou il y a des compressions à CNESST qui vont faire en sorte qu'il y a des gens qui vont peut-être mourir dans l'attente ou des affaires comme ça. Tu sais que, bon, ouais, c'est facultatif selon ce que je lis dans ce projet de loi-là, mais en tout cas, ainsi que de critiquer des idées et des valeurs sans avoir peur de subir des représailles. Hein? On est habitué dans le milieu de la construction à subir des représailles? Hey, je pense que j'étais éligible à de l'overtime sur cette heure-là. Qu'est-ce qui se passe après? Hein? Aux gens qui nous écoutent, je pose la question. Je connais un petit peu la réponse. Elle fait partie des libertés et des droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Je vais y aller avec un autre petit commentaire qui est
certains diront éditorial. Bien que fondamentale, la liberté d'expression n'est pas absolue et ne prime pas sur les autres droits garantis par la Charte. Elle ne peut pas servir à justifier des propos racistes, sexistes ou homophobes. Ça me rappelle une anecdote, ça. Ben écoute, j'ai un article ici du Devoir du 29 septembre 2022 où il y a une citation d'un ministre bien connu. 80% des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Et ensuite de ça, on a une statistique de l'Institut statistique du Québec qui dit près de 82% des Néo-Québécois entre 25 et 54 ans sont occupés par le boulot, meilleur qu'en Ontario. Donc, il y en a 80% qui ne travaillent pas, mais il y en a 89% qui travaillent. Je pense qu'on a un problème. Je pense qu'on a un problème. Je pense que ce sont des propos qui étaient répréhensibles et que de nommer un ministre du Travail sur la base de cette citation-là, c'est très, très insultant. Mais bon, hein, la liberté d'expression, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne connais rien là-dedans, je suis juste un gars de construction. Je suis inquiet, Marc. Je suis vraiment inquiet de voir comment on se fait rentrer dedans. Puis les amendes, on va en reparler un peu plus tard, là, parce que c'est catastrophique. Là. C'est faramineux. Là, on parle de 5 000 à 50 000 Puis c'est surtout l'espèce de mécanique. Tu sais, je veux pas prendre trop de temps à tout vous lire les articles là, parce que ça va être plate. Mais c'est extrême de penser. Autrement dit, dans une même journée, c'est incroyable comment que tu peux passer d'une cotisation selon les principes définis dans le projet de loi, comment tu peux passer d'une cotisation principale à une cotisation facultative. Parce que là, si tu es en train de régler un enjeu de convention collective, tiens, le babillard. Hein? Disons que je suis en train de régler le fameux babillard, mais le téléphone d'après, ben justement, là, il annonce des compressions à CNSST. On sait qu'on a déjà 7 fois plus de chances de mourir sur la construction que des autres industries. On laissera certainement pas ça faire. Oups, là, je viens de tomber politique parce que là, je m'attaque justement aux politiques. Fait que c'est comme si le projet de loi, il prévoit pas, il nous muselle pas complètement. Notre liberté d'expression sera pas complètement... elle sera pas complètement... on va pouvoir l'exercer dans l'égo. Très, très correct. Ben c'est que ça va être tellement compliqué de pouvoir le faire. Imagine-toi diviser ma journée entre chaque appel, parce que là, j'ai une amende. Si je suis en train d'être payé par les cotisations, parce que oui, je suis un permanent syndical, j'ai le privilège, la chance de représenter des travailleurs dans la vie. À temps plein et plus. Et plus. Je me compte bien chance de ça. Mais là, comment diviser ma propre journée? Parce que là, si je me fais prendre à faire un téléphone politique, ou, bon, tout ce que j'ai même pas fini de lire d'ailleurs, là, parce que aussi toute campagne de publicité, y compris celle de nature politique qui concerne une affaire visée au paragraphe 1 ou 2, il faut revenir. Fait que, imaginez la lourdeur de ça. Chaque permanent syndical va avoir besoin d'être en train de se demander est-ce que je suis dans la cotisation principale ou dans la cotisation facultative. C'est d'une lourdeur administrative incroyable. T'imagines le temps que ça prend et les gens que ça va prendre pour gérer ça. Vite comme ça, là, je me dis, si ça tombe éligible du jour au lendemain, je pense qu'il faut que j'engage 3 comptables supplémentaires ici juste pour essayer de nous déchiffrer ça, puis déchiffrer nos journées, décortiquer. Puis là, tu t'en vas en voiture, puis là, si tu arrêtes en chemin, faire un move politique, puis qu'après ça, tu t'en vas faire un move de relation de travail, faut diviser ça. Comment qu'on split ça? Non, c'est ça. Fait que c'est d'une lourdeur, oui. Le but ultime, on le voit, c'est subtil, je le disais tantôt, mais le but ultime, c'est de nous museler. Puis c'est que certaines organisations, je vous promets que ça ne sera pas en note, mais que certaines organisations abandonnent complètement la bataille politique. Puis ça, c'est probablement le plus grand rêve du gouvernement en place. Parce que quand un de tes seuls ennemis, en tout cas, tu es capable de le museler comme ça, tu es capable de le tenir avec des amendes allant jusqu'à 50 000, c'est sûr qu'il y en a qui vont se calmer. Ben moi, l'inquiétude que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on nous fasse fermer à la boîte sur les affaires qui mettent le gouvernement dans l'embarras. Parce qu'on a quand même un rôle, nous, comme syndicat, de dire « Hey, cet argent-là serait bien mieux dans les poches de nos membres que dans Norvolt. » Tu sais, on s'entend. Si on va là, je pense que c'est ça qui rend le projet de loi 3 là, aussi ridicule. On nous parle de
transparence, on nous parle, puis tu sais, je suis conscient là, que dans l'histoire syndicale du Québec, autant qu'on a une sacrée belle histoire au Québec syndical, il y a peut-être eu de l'abus à gauche à droite, il y a des journaux qui se sont aussi acharnés, là, des fois quand on repasse la même crevette 14 fois sur le journal, là, on le sait que le gars mange une crevette, il n'aurait pas dû, là. Je suis le premier à dire, il aurait dû manger avec le sandwich, j'ai pas de problème avec ça. Je vois qu'il y a eu de l'acharnement, ça a créé un cynisme puis une haine syndicale, puis ça donne aujourd'hui l'espèce de feu vert que le gouvernement sent de passer un projet de loi comme ça, quand on le sait très bien que son but ultime, c'est de tasser son adversaire dans ses jambes, parce que oui, on est fatiguant avec eux, puis oui, on va continuer de revendiquer pour nos travailleurs, puis oui. Puis oui, on va revendiquer autant sur les chantiers qu'à l'extérieur. Ben, surtout quand tu n'as pas les outils au chantier pour pouvoir défendre les travailleurs correctement. À l'heure où on se parle, c'est la précarité d'emploi totale dans la construction. Il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas de sécurité d'emploi. Liste de rappel. La seule sécurité d'emploi qu'on a dans la Convention collective génie civil, c'est quand ça fait plus de 1500 heures que tu travailles pour un employeur, tu as 4 mois. 4 mois de droit, puis c'est un droit de rappel. Là. C'est ce que ça vaut, là. C'est pas le gros char. 4 mois. Tu fais slacker au mois de décembre, tu sais que t'as pas de job avant 4 mois. Fait que de toute façon, ils viennent de te tasser. Si tu as revendiqué de la santé-sécurité pendant ta saison, tu as revendiqué ta convention collective, tu as fait payer correctement. Tu as dit, hey, mes déplacements, tu ne les as pas payés comme il faut. Ils ont tout ce qu'il faut pour être capable de ne pas te reprendre. Pour changer ça, bon, négociation, OK. En négociation, s'il veut pas, s'il n'y en a pas d'écoute de l'autre partie par rapport à ces enjeux-là. Ben non seulement ça, mais tu l'as dit tout à l'heure, même si on négocie des choses, la mobilité régionale, ils l'ont passé dans le projet de loi. Voyons, la polyvalence, là, ils l'ont passé dans le projet de loi, alors que c'est clairement écrit dans la juridiction de métier ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Si on regarde le bilan, je pense qu'il est le plus fâchant, c'est que les revendications politiques que le Local 791 a faites depuis 2 ans se sont avérées concrètes. Ça s'est concrétisé. Puis là, quand je fais référence, mettons, justement, je parlais vite fait tantôt de l'AEP. On disait que ça allait être un flop monumental, des dépenses de l'argent du public. Ben oui. Ça a été confirmé. Là, tu touches au projet de loi 51. On a été jusqu'en commission parlementaire. On a même eu un coup de main là, de différents intervenants politiques pour essayer de réveiller le ministre par rapport à la polyvalence des métiers, surtout à ce qui a trait au métier d'opérateur. Parce qu'on s'entend qu'au Québec, hein, pour chauffer un scooter, ça te prend un permis. Ah, oui. Mais dans son projet de loi, tu peux ne jamais avoir touché de machinerie lourde de ta sainte vie, puis sauter dans la machinerie lourde sur un chantier de construction. Là. Ça veut dire entouré de dangers, entouré d'autres travailleurs. De permettre ça en 2000, bon, c'était à 2023-24 que ça s'est fait, ça tient pas la route, puis regarde l'espèce de bilan catastrophique qu'on a en santé-sécurité depuis le début de l'année, impliquant majoritairement de la machinerie lourde dans l'industrie de la construction. Absolument. Encore une fois, tu te dis, attends un peu, là, ça fait 2 ans qu'on lève la main pour différents dossiers, différents sujets, au niveau politique. On force à faire déclencher des enquêtes publiques sur des décès des chantiers. On a même des gains tels que celui-là. Là, on aura l'occasion peut-être de faire un podcast juste pour celui-là. Parce évidemment que l'enquête publique du coroner, ça va être croustillant d'aller chercher les vrais éléments là, de pourquoi c'est aussi fatal de travailler sa construction. Mais là, tu te rends compte que, dans le fond, tout est pas. Excuse-moi, je vais changer un petit peu de ton ici. Mais on les a fait chier depuis 2 ans. Puis c'est ce qu'on récolte aujourd'hui pour nous museler, pour plus qu'on puisse revendiquer. On n'a même pas eu tant que ça de l'écoute, anyway. Honnêtement, là, ils l'ont fait, les AEP pareil. Puis son PL 51, il a passé presque tel quel quand même. Ben oui. Mais on a raison suite à ça. Ça prend 1 an. Des fois, ça prend 2 ans avant d'avoir gain de cause. Mais c'est là que ça démontre l'importance que le local, que l'FT Construction, que tous les syndicats du Québec puissent s'impliquer politiquement parce que de toute façon, le milieu du travail passe par la législation, puis ça, c'est du politique. Ben exactement, puis ça vient pas, comme tu le dis, ça vient pas limiter le travail des associations patronales d'aucune façon. Pourquoi un régime à 2 vitesses de même? Tout le monde sait la réponse, ceux qui nous écoutent, hein? Pourquoi? Ben c'est parce que ce gouvernement-là travaille contre les travailleurs et les travailleuses, surtout les travailleuses. Parce qu'en coupant dans le financement de la CNESST, équité, hein? On parle d'équité salariale. Il y a peut-être du monde qui nous écoute qui aimerait ça que ça arrive. Hein? C'est pas encore arrivé. Dans la construction, c'est un enjeu un peu moins important. Mais l'intégration des femmes dans c'est un enjeu important, par exemple. Évidemment, oui. On n'a pas toutes les ressources nécessaires pour... puis des fois, il y a eu des programmes dans le passé là, qu'on pourrait discuter longtemps. On ne tombera pas dedans parce que moi, je voudrais peut-être finir là-dessus, Marc. On parle de
de liberté d'expression, on parle de toutes sortes d'affaires, mais concrètement dans le champ, là, l'effet de ce projet de loi-là là, sur le pouvoir de représentation du local 791, selon toi, qu'est-ce que ça va être? Ben, si ça passe tel quel, ça va être d'une lourdeur. Évidemment, le local 791 ne lâchera pas ses batailles. Ça va juste être d'une lourdeur administrative incroyable d'y arriver. Donc, lourdeur administrative veut dire des coûts, des dépenses. Fait que c'est comme si désormais, puis là j'y vais bien rough, mais tu sais, c'est comme si, mettons, sur ta cotisation syndicale, tu as peut-être et c'est surtout des services qu'on offre au local. Une donnée que je peux être assez précis, c'est que, mettons, 70% des dépenses du local, c'est de la masse salariale. La masse salariale, c'est des représentants, c'est des adjointes, c'est des gens pour donner des services. On donne des services humains, tu sais, personnel de bureau et compagnie. Là, c'est comme si la balle allait virer un petit peu de bord, puis ça me donne l'impression que ça va devenir 70% des frais administratifs. Fait que c'est prendre la cotisation syndicale pour qu'elle serve à rien d'autre que être obligé de générer de la lourdeur. Générer de la lourdeur pour être obligé. Puis pour ça, je parle de subtilité. Ça ne nous empêche pas de le faire, mais si tu veux le faire, ça va te coûter cher en simonac pour que tu arrives à le faire. Puis c'est qui va payer la facture encore une fois? C'est le même qui a payé pour Nordvolt, c'est le même qui a payé pour tes exemples que tu donnais tantôt. C'est le travailleur, c'est celui qui n'a pas le choix, semaine après semaine, de payer son impôt. Oui, payer sa cotisation syndicale. Au moins, sa cotisation syndicale, généralement, elle revient pas mal plus. En tout cas, il y a moyen de savoir à quoi qu'elle sert. Hein. On a des gens plus impliqués, d'autres moins chez nous. C'est pareil, je pense, dans toutes les organisations. Tandis que celle qui s'en va au gouvernement, ben, je pense que c'est difficile dans ta brotte. Il n'y a pas eu encore de projet de loi de cet ordre-là. Oui, hein, pour voter sur ce que tu veux financer ou pas. Moi, je vais payer exactement. Moi, je paye mon impôt, mais j'aimerais ça. Moi, je coche que je paye juste pour la santé, puis je paye juste pour l'éducation. Moi, j'ai pas envie de payer pour tous les exemples que tu donnais tantôt qui sont Moi, j'aimerais ça pouvoir décocher, payer le crédit d'impôt aux grandes entreprises. Là. Ça, j'aimerais bien ça, être capable de celui-là, tu le cocherais pas, celle-là. Ah, c'est sûr que ça serait dans les optionnels. Bref, c'est sûr, tu sais, regardez, je vais être positif pareil. Oui. La CAL 791, ça lâchera jamais ses mobilisations, ses revendications, qu'ils soient politiques, qu'ils soient directement liées aux conventions, aux relations de travail. Toute bataille qui ont à être menées pour le bien des opérateurs et des opératrices de machinerie lourde du Québec vont être faites pareil. C'est juste de voir avec quelle sorte de mécanique on va se ramasser pour être capable de les faire. Puis j'ai même tu me permets-tu un petit mot de la fin, même si c'est moi l'invité? Ben oui, certain, écoute. Moi, j'ai envie de le remercier, le ministre Boulay. Parce que pour de vrai, je suis relativement jeune pour un directeur syndical, puis je cherche constamment, j'ai entendu aussi parler des batailles faites par les générations avant nous autres, puis il y a eu des batailles vraiment historiques. Je pense pas que le mouvement syndical dorme au gaz, loin de là, parce qu'on a des batailles constantes c'est rendu qu'à tous les mois, là, il y a un nouveau projet de loi, une nouvelle bébite qui nous sort, il faut constamment se battre, mais ce sont beaucoup des batailles juridiques plus que jamais, ce sont beaucoup des batailles techniques. Ben là, je pense qu'on vient de réveiller. Avec ce projet-là, on vient attaquer directement les poches, directement l'organisation du travailleur. C'est le travailleur qui se fait taper dessus. Là. Ben moi, j'ai envie de dire merci au ministre pas pour grand-chose, là, on ne sera pas de cachette, mais pour l'espèce d'indignation qui vient de générer envers les travailleurs, là, qui se font taper dessus à grands coups de batte pendant que l'argent de leurs impôts s'en vont tout partout, comme on nomme depuis tantôt. Ce bout-là, j'ai envie de dire merci. Tu vois comment que j'ai une bonne attitude. Puis que ils vont nous aider pour le 29 novembre. Manquez pas ça. D'ailleurs, 29 novembre, grosse mobilisation nationale pour dénoncer le bilan de la CAQ puis le fait qu'il nous haït. Pour moi, ils se lèvent la nuit pour nous haïr. Haïr des travailleurs, il faut le faire pareil. Hein? C'est eux autres qui bâtissent ton pays. C'est eux autres qui génèrent, qui font tourner la roue de ton économie. Puis tu leur tapes dessus de même. Bref, il y en a bien des régions dans le monde où ils n'ont pas de problème d'organisation syndicale. Je nommerai pas les pays, là, mais il y a certains continents qui sont spécialisés dans ne pas avoir de problème avec les organisations syndicales. Oui. Mais je vous promets qu'on n'en vit pas les conditions salariales et on n'en vit pas les conditions de vie non plus. On peut être fier qu'au Québec, on se retrouve quand même pas mal toujours au top des palmarès de qualité de vie puis de ces types d'indicateurs-là. Oui, l'indice de bonheur humain, ces affaires-là, là, on est quand même en bonne posture là-dessus. Puis c'est justement par le travail qu'on a fait au fil du temps, j'ai l'impression. Effectivement, comme quoi un bon taux de syndicalisation nationale est toujours un indicateur de bonheur. That's it. Merci tout le monde de votre attention. Merci Marc de ta présence. C'est très apprécié. Puis j'espère que nos membres vont partager
puis qui vont aussi être présents le 29 novembre prochain. On se voit le 29, c'est sûr qu'on va être là. C'était Dans la cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde au local 791. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et laissez vos commentaires. On se retrouve bientôt avec d'autres sujets, d'autres discussions, d'autres invités, toujours avec le même objectif, informer, échanger et faire entendre la voix des opérateurs. Dans la cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791.